Les leçons d'histoire de Napoléonica. Nous retrouvons Thierry Lenz, directeur général de la Fondation Napoléon. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices des podcasts de Napoléonica. Nous parlons aujourd'hui du Congrès de Vienne de 1814 et 1815. Au moment où les Alliés pénétrèrent en France, en janvier 1814, il était peu probable que les armées françaises puissent parvenir à renverser la situation. À la mi-avril, après la campagne de France et sa défaite annoncée, Napoléon fut éliminé du jeu politique. Il abdiqua et quitta la France pour l'île d'Elbe. La coalition avait à présent d'autres interlocuteurs français. Le gouvernement provisoire de Talleyrand, à partir du 1er avril 1814, puis la lieutenance générale du comte d'Artois, le 12 avril, et enfin Louis XVIII, monté sur le trône de ses ancêtres les 2 et 3 mai 1814. Ces nouvelles autorités obtinrent la signature rapide du traité de paix de Paris du 30 mai 1814. Au prix de l'abandon des conquêtes de la Révolution et de l'Empire, le territoire français fut immédiatement évacué sans indemnité de guerre. Les vainqueurs avaient placé leur volonté de reconstruire l'Europe au-dessus de la tentation, forte chez certains d'entre eux, notamment du côté prussien, de châtier le vaincu. Au terme de l'article 32 du traité de Paris, les conditions et détails de cette reconstruction seraient fixés lors d'un congrès général devant se tenir à Vienne. Un des plus grands congrès internationaux de tous les temps allait se tenir dans la capitale autrichienne. En présence des représentants de tous les États européens, moins l'Empire ottoman, et sous la présidence du chancelier autrichien Metternich, la réunion de Vienne commença en novembre 1814 et s'acheva le 9 juin 1815 par la signature d'un acte final. La France y fut admise et envoya une forte délégation conduite par Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, qui parvint parfois à s'immiscer dans les principales décisions préparées par une douzaine de commissions et obligatoirement approuvées par les 4 grands vainqueurs de Napoléon, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie. Pendant ces longs mois, les diplomates travaillèrent beaucoup et traitèrent sérieusement de questions aussi épineuses que la redéfinition de la carte de l'Europe, la création de ce qu'on appelait le concert européen permettant d'éviter les conflits, la fondation d'un nouveau droit international. Dès les premières séances, des dissensions apparurent entre les principales puissances. Autriche, Prusse et Russie s'opposaient sur leur désir souvent inconciliable d'augmenter leur territoire, d'étendre leur zone d'influence, d'affermir leur puissance économique tout en contenant leurs rivales. L'Autriche et la Prusse avaient chacune l'ambition de dominer l'Allemagne actuelle, alors divisée en plusieurs dizaines de petits États. L'Autriche encore voulait retrouver sa position dominante en Italie du Nord, comme c'était le cas avant la Révolution. De son côté, grisée par la victoire et encouragée par le soutien de la Russie, la Prusse, représentée au Congrès par le chancelier Hardenberg, se montrait gourmande en agrandissements territoriaux, notamment en annexant le royaume de Saxe, ancien grand allié de Napoléon. Sans l'intervention russe, les différends austro-prussiens auraient pu être résolus par un compromis, d'ailleurs souhaité par le gouvernement britannique, représenté au Congrès par le ministre des Affaires étrangères, Castlereagh. Le Britannique n'était pas aussi désintéressé qu'il l'affirmait. Sa conception de l'équilibre européen était d'une nature différente de celle défendue par les autres vainqueurs de Napoléon. Pour ces continentaux, les frontières, la population et la force armée constituaient les fondements de la puissance. Pour les Britanniques, au contraire,
Les facteurs économiques et commerciaux en formaient l'essence, le besoin de sécuriser les importations de matières premières et les débouchés européens, passant avant une illusoire expansion territoriale. De ce fait, les Britanniques préféraient se concentrer sur le contrôle des routes maritimes, l'accessibilité aux grands ports occidentaux, la liberté des voies navigables, l'indépendance des places financières et le maintien de tarifs douaniers raisonnables. Au large, pour protéger leurs approvisionnements et leurs débouchés, ils avaient déjà obtenu beaucoup avec la destruction des empires coloniaux français et hollandais des Antilles et de l'océan Indien. En dépit de leur antipathie personnelle, Castlereagh et Metternich passèrent une alliance pour contrer les ambitions russes. En signe de bonne volonté, et pour avoir lui-même les mains libres en Italie, l'Autrichien soutint les projets anglais en Hollande et sur les routes maritimes, acceptant l'occupation par l'Angleterre d'Heligoland en Baltique, du Cap en Afrique du Sud, de Maurice dans les Mascareignes et la neutralisation de Corfou dans l'Adriatique. En échange, Castlereagh concéda aux Autrichiens leur domination sur la future Confédération germanique, une confédération aux procédures souples et constituée d'États restant souverains. Se posait encore à tous la question de la France, car même sans Napoléon, elle restait une puissance respectable seulement contenue par le traité de Paris. Les coalisés n'avaient pas voulu l'écraser, mais ne renonçaient pas à prendre leur sécurité contre le réveil de ses ambitions. On lui voulait des limites raisonnables, un gouvernement pacifique et des voisins vigilants. Sur ces 3 points, Louis XVIII et Talleyrand donnèrent toutes les garanties demandées. Le redécoupage de l'Europe n'en fut pas moins bâti autour de la mise sous surveillance de la France. On l'entoura de sentinelles voisines, appuyées sur les puissances de premier ordre. Au nord, un royaume des Pays-Bas donné au prince Guillaume d'Orange, agrandi de la Belgique et du Luxembourg, soutenu par l'Angleterre. Au nord-est, la Confédération germanique, co-dirigée et défendue par l'Autriche et la Prusse. À l'est, une confédération helvétique à la neutralité garantie par les 4 grands. Au sud-est, le royaume de Piémont-Sardaigne, rendu aux Savoie, placé sous la protection d'une Autriche redevenue dominante en Italie. Au sud-ouest enfin, l'Espagne et en deuxième ligne le Portugal, respectivement rendus aux Bourbons et aux Bragances. Dans l'ensemble, ce programme fut appliqué sans grande difficulté, et plus encore après le retour de Napoléon en mars 1815, qui retira tout son poids à la délégation française. Au passage, le bouclage de l'Italie fut achevé avec le rétablissement des Bourbons à Naples, consécutif à la chute de Murat, qui s'était inconsidérément rêvé en unificateur de la péninsule. Mais avant de signer ces accords, le Congrès avait été confronté à une autre crise au centre de l'Europe. Le tsar et le roi de Prusse s'étaient en effet entendus sur un partage territorial. Au premier, la Pologne, au second, la Saxe, dont le roi Frédéric Auguste avait été un des derniers alliés de Napoléon. Opposés à ce marché, l'Angleterre et l'Autriche s'entendirent avec la France pour le faire échouer. On frôla le conflit ouvert lorsque ces 3 puissances signèrent un traité visant à s'y opposer, y compris par la force, en janvier 1815. Après quelques jours de poker menteur, le tsar recula, lâchant au passage son allié prussien. Un compromis fut négocié. Un 4e partage de la Pologne fut décidé, et le royaume qui en sortit fut offert en union personnelle à l'empereur de Russie, qui y nomma bientôt son frère Constantin comme vice-roi. Quant à la Saxe, le roi Frédéric Auguste ne récupéra qu'un territoire réduit, le reste passant dans l'orbite prussienne. Pour récompenser sa relative bonne volonté, Frédéric Guillaume III de Prusse reçut des territoires à l'ouest de l'Allemagne qui le mettaient en contact avec la France. Après quoi,
on parvint à la constitution d'une confédération germanique codominée par l'Autriche et la Prusse. Lorsqu'on parle du Congrès de Vienne, on oublie parfois qu'à côté des accords territoriaux, il s'occupa beaucoup de l'organisation philosophique et juridique de l'Europe. Même si le Congrès fut le triomphe d'une forme de réaction contre les idées de la Révolution française, les diplomates de Vienne se préoccupèrent aussi de questions transcendant les intérêts immédiats des puissances. Ils jetèrent même les bases d'un nouveau droit international qui remplaça progressivement, mais assez rapidement, ce qu'on appelait jusqu'alors le droit des gens ou droit des nations. Ils le firent dans des domaines qui purent apparaître secondaires, mais qui n'étaient pas vains, les préséances diplomatiques et la libre circulation sur certains fleuves. Mais ils le firent aussi dans un domaine humainement fondamental, avec la décision d'abolir la traite des esclaves. Enfin, et ce fut encore plus important, ils le firent avec la création de ce qu'on appela le Concert européen, par lequel ils habituèrent les gouvernements européens à l'existence d'une sorte d'instance supranationale. C'est ainsi que le Congrès de Vienne ouvrit un siècle de diplomatie européenne fondé sur le concept de concert, avec comme outil ce qu'on a appelé le système des congrès. Il confiait aux grandes puissances la surveillance des autres et surtout la tâche de maintenir un état de paix le plus général possible. Dans ce maintien de l'ordre européen, les membres du concert, au départ composés de l'Autriche, de la Prusse, de la Russie et de l'Angleterre, vinrent régulièrement en aide aux monarques mis en difficulté à l'intérieur de leurs frontières. L'Autriche en Allemagne en 1819, puis en Italie en 1820, la France en Espagne en 1823. Au congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818, on amenda la domination des grands en associant d'autres puissances aux décisions chaque fois qu'elles les concerneraient. Ce principe fut à peu près appliqué au congrès de Vérone sur l'Italie en 1822 et de Londres, 1830-1833, sur la Belgique. Ainsi, le congrès et ses suites assurèrent à l'Europe un siècle sans guerre générale. Les affrontements franco-autrichiens de 1859, austro-prussiens de 1866 et franco-prussiens de 1870 et même la guerre de Crimée ou les guerres balkaniques des années 1910 ne dégénérèrent pas en conflagration continentale. On fit confiance au multilatéralisme pour rétablir la paix ou empêcher la guerre. À Paris en 1856, après la victoire franco-anglaise en Crimée, à Berlin en 1878 pour mettre fin à la guerre russo-turque, à Berlin encore en 1885 pour régler le partage de l'Afrique occidentale. L'Empire ottoman fut même invité à prendre place dans l'équilibre continental en 1856, l'article 7 du traité de Paris qui mettait fin à la guerre de Crimée, admettant les Ottomans à participer aux avantages du droit public et du concert européen, tout en leur imposant de respecter les religions et les races présentes sur son territoire. Dès cette époque, le centre de gravité des problèmes s'était déplacé vers le sud-est et les Balkans, sous la pression du principe des nationalités. Alors que plus au nord, on parvenait à dominer les tensions nationales par la négociation, comme sur la Belgique en 1830 ou la Norvège en 1905, les crises étaient souvent accompagnées de guerres dans les territoires rattachés à l'Empire d'Autriche et à l'Empire ottoman. Émergèrent ainsi, en un siècle, la Grèce, la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie, l'Albanie et le Monténégro, tandis que Vienne était contrainte de créer la double monarchie austro-hongroise. Et c'est ainsi qu'au début du XXe siècle, on pensait définitivement éteint le risque d'une autre grande guerre, comme on appelait celle de 1792 à 1815. On fut hélas détrompé en 1914. Vous
venez d'écouter un podcast de Napoleonica, la marque scientifique de la Fondation Napoléon, enregistré à l'ACAV Studio à Versailles. Réalisation Victor, musique Ludwig van Beethoven et Alexandre Korchia. Retrouvez des compléments historiques et tout ce que vous voudriez savoir sur l'histoire des deux empires sur le site www.napoleon.org de la Fondation Napoléon.